Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau rendez-vous live FPI. On est ensemble pendant 1 heure et demie pour discuter de la biodiversité dans le montage d'un projet immobilier. Merci de nous rejoindre. Donc, ce matin, je suis avec Samuel Moreau, responsable groupe aménagement environnement Conseil Sud-Ouest d'APAF. Bonjour. Bonjour. Samuel. Je suis également avec Xavier Delesquin, avocat associé au cabinet La Cour Tracatata. Bonjour Xavier, bienvenue. Voilà, on est ensemble pendant 1 heure et demie pour aborder ce sujet de la biodiversité dans les projets immobiliers avec 2 grands temps. Un premier temps pour revenir sur un petit peu le contexte, on va dire, politique surtout, tout ce qui a trait à la politique publique de la préservation de la biodiversité. Et puis ensuite, on rentrera dans le vif du sujet avec toutes les différentes étapes, en fait, comment on appréhende la biodiversité à chaque étape d'un projet immobilier. Donc, depuis la prospection foncière jusqu'à la mise en œuvre du projet, en passant par tous les régimes d'autorisation et autres dossiers à constituer. Donc, avec un volet juridique, Xavier abordera, et puis un volet plus scientifique et technique avec Samuel, à qui je vais céder la parole pour nous présenter ce contexte politique de la préservation de la biodiversité. Avant, juste n'oubliez pas, vous pouvez poser vos questions dans le chat. On essaiera d'y répondre en direct et en live. Allez-y. Merci. Alors, sur la partie, on va parler du cadre légal. Peut-être je commence par quelques généralités sur la partie biodiversité. Alors, la biodiversité, effectivement, aujourd'hui, on en parle beaucoup. C'est au cœur de beaucoup de sujets. Sur la partie strictement légale et réglementaire, on va en parler, mais effectivement, qu'est-ce que c'est et quels sont les problèmes aujourd'hui? Ils sont multiples. C'est un peu comme sur la route. Le risque sur la route, c'est l'alcool, c'est la fatigue, c'est beaucoup de paramètres. Mais il y en a un primordial, parmi ceux qu'on vous affiche, le problème numéro 1, c'est la consommation d'espace. On a perdu en quasiment 10 ans l'équivalent d'un département français. Alors je crois que c'était le département de l'Essonne, l'équivalent de la surface du département de l'Essonne en 10 ans d'espace naturel. Toutes les politiques publiques tendent vers cette la lutte contre l'artificialisation. La lutte contre l'artificialisation. Le ZAN pour les adhérents. Exactement. Donc on va en parler rapidement tout à l'heure. Mais effectivement, c'est important de comprendre que la biodiversité, c'est pas que les animaux, c'est pas que les plantes, c'est pas que la météo, c'est tout cet ensemble et surtout les interactions entre ces espèces, espaces. C'est vraiment un équilibre. Et c'est à ça qu'on essaie de prêter attention quand on traite ces sujets-là au sein de vos projets. Les enjeux écologiques, donc ce qu'on a à perdre, ce qu'on a à gagner, ce qu'on met en jeu, ce qu'on peut équilibrer ou déséquilibrer. Donc c'est vraiment ça la logique des études qu'on peut conduire. Important de dire que c'est indépendant du projet, un état initial, une évaluation des enjeux, peu importe ce qu'on va y faire, c'est un point de départ, c'est un audit, c'est un bilan d'une situation à un instant T. Et puis, la différence entre enjeux écologiques et enjeux réglementaires, les enjeux réglementaires dépendent effectivement du projet, dépendent du cadre, dépendent du moment où on va faire les inventaires. Les espèces évoluent, leur niveau de protection aussi. En revanche, le statut de base, le constat de base restera le même. Donc il va falloir qu'on adapte à chaque situation ce bilan-là. La stratégie nationale de la biodiversité, je pense qu'un certain nombre d'entre vous, alors autour de la table c'est sûr, mais autour des écrans je pense aussi, en ont entendu parler. C'est finalement une espèce de 3e volet, c'est la trilogie biodiversité de l'État. Donc c'est le cadre qui va être posé, qui va articuler toutes les évolutions, ou en tout cas qui va influencer toutes les évolutions réglementaires dans les années à venir. Donc ce plan-là
va jusqu'en 2030, est articulée autour de 4 grands axes. Et ces 4 grands axes, après, sont déclinés en 40. On vous fera pas l'inventaire. Voilà, on va pas faire l'inventaire. Mais ces 4 grands axes, ils sont logiques parce que finalement, on va essayer de réduire la dynamique de dégradation. On va essayer d'améliorer la dynamique de renaturation. On va impliquer tous les acteurs. Public, donc ça, c'est les mains. Et puis, on va essayer d'avoir finalement un équilibre économique, parce que c'est le nerf de la guerre, dans tout ça. Voilà. Donc, je vais pas aller beaucoup plus loin sur la stratégie nationale de biodiversité. Elle n'a pas directement, c'est un peu comme la loi ZAN que vous évoquiez tout à l'heure. Il n'y a pas forcément de conséquences directes. Non, en fait, c'est un peu la feuille de route en fait, du gouvernement dans ce secteur-là, enfin sur ce sujet-là, un petit peu comme on a l'équivalent pour le bas carbone. Simplement, effectivement, ça peut avoir des traductions réglementaires. Donc, typiquement, tout ce qui est lutte contre l'artificialisation en fait partie. Et je le signale aux adhérents aussi. Donc, comme on disait, on ne va pas vous faire le détail de toutes les mesures en fait, de cette stratégie-là. Mais j'attire votre attention ce matin, et peut-être que Franco Vorka y reviendra dans le cadre d'un autre webinaire. C'est le sujet du financement. Vous verrez dans les slides qui seront sur le site après le live, voilà, que dans ces mesures-là, il y a tout ce qui a trait au financement, puisque ce qui peut vous paraître comme une contrainte au même titre que la RE 2020, tout ce qui est préservation de la biodiversité, ça peut être valorisé pour financer vos projets et pour vos acquéreurs, en fait, pour leurs acquisitions. Donc ça, vous le verrez, voilà, dans les mesures, ça fait partie du catalogue. Donc c'est pas forcément contraignant, ça peut être des incitations, ça peut être de la réglementation, mais pas que. Je finis juste, comme on était sur des notions, juste une slide, donc je passe très vite sur... il y avait un certain nombre de mesures qu'on avait sorties, que vous aurez dans les slides. Juste un point sur... on parle de biodiversité, d'inventaire écologique. Je pense que la plupart d'entre vous ont déjà été confrontés à ces sujets, mais juste quelques rappels pour bien comprendre derrière ce que ça implique. On parle d'inventaire écologique. On parle de pré-diagnostic, on parle de diagnostic. Qu'est-ce que c'est ? Un pré-diagnostic, c'est certains d'entre vous appellent ça les diagnostics flash aussi. C'est vraiment un passage, deux passages, quelque chose de très rapide qui permet de se projeter sur les potentialités, sur les premiers enjeux et sur les risques. Voilà, c'est le principe, c'est ça. Il n'y a pas de notion d'exhaustivité. Donc, selon les procédures, selon les enjeux qui sont mis en lumière, les potentialités, ou les procédures qui vont suivre, il va falloir aller plus loin, réaliser un diagnostic complet, et là, c'est beaucoup de temps, parce qu'on sait qu'il va falloir respecter un cycle biologique complet, donc 1 an. Selon quand tombe le lancement, c'est pas forcément idéal. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui est très important. La notion de zone humide aussi, voilà, c'est des éléments qui reviennent beaucoup, qui conditionnent beaucoup aussi les cadrages réglementaires, les plannings, et la façon de réaliser des inventaires zones humides. Il y a 2 critères. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail, mais le critère, il y a ce qui se passe au-dessus du sol et ce qui se passe en dessous du sol. Et les 2 sont obligatoires. Donc ça, c'est important. Le risque, c'est qu'on vous dise « Ah, non, désolé, vous n'avez pas respecté les règles de l'art, la réglementation, l'arrêté, et il faut recommencer. » Voilà, donc c'était juste pour replacer un certain nombre d'éléments de base. Opérationnel. Ouais. Avant que Xavier, donc tu reviennes vraiment sur le cadre juridique en fait de ces politiques publiques. On parlait de feuille de route du gouvernement, mais on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet sur le contexte de ces politiques publiques, comment elles se traduisent juridiquement. Oui, c'est bien de partir des réalités, de partir d'une approche scientifique qui correspond à une réalité de l'environnement. Parce qu'en fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, le droit et la réalité se sont un peu rencontrés. Alors, la notion de biodiversité dans la loi, elle n'apparaît qu'en 2016. Donc, on voit qu'elle apparaît tardivement. Mais elle traduit, en fait, on a renommé une notion qui a été prise en compte dès la première loi de protection de la nature de 1976, parce que dans son article premier, parmi les objectifs poursuivis, il y avait bien la préservation des espèces animales et végétales, le maintien des équilibres biologiques auxquels ils participent.
Ces espèces participent, avec d'autres choses d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a un îlot masculin. Voilà, donc à l'époque, on parlait plus des maintiens des équilibres biologiques. D'ailleurs, quand on regarde la charte de l'environnement, dont vous savez qu'elle est au niveau constitutionnel, on voit apparaître cette notion de diversité biologique, mais on la voit apparaître dans le préambule. La biodiversité, à cette époque-là, je crois que la préoccupation n'était pas arrivée au stade où elle est aujourd'hui, n'a pas intégré les articles. Elle s'est contentée d'être dans le préambule, ce qui est déjà bien, parce que ça veut dire qu'elle a quand même une forme de consécration constitutionnelle. Alors, la date de 76, elle est intéressante, parce que, en fait, les Français, enfin la France, et donc les Français, ont été plutôt en avance. Les grandes conventions sur la protection de la nature et qui sont très orientées biodiversité, c'est la Convention de Berne de 1979, la Convention de Bonn de 1982, donc on voit qu'on passe juste avant, si je puis dire. Et puis surtout les grandes directives européennes, la directive Habitat de 92, la directive Oiseaux de 79, sont également un tout petit peu antérieures. Alors c'est intéressant de le dire parce qu'en fait on va créer notre propre dispositif de protection qui sera assez orienté sur les espèces au début, même si on trouve protection des habitats, mais on voit bien qu'il y avait une certaine vision des choses quand même, qui était déjà très importante. Et on va voir que du coup on est rentré dans notre propre couloir de jeu et on a eu beaucoup de mal à intégrer le couloir européen, ce qui fait qu'on aura quelques misères avec la Cour de justice de l'Union européenne, mais enfin bon, et on prendra pas mal de retard en fait dans la mise en place des législations sur la biodiversité, après avoir été un peu en avance. Voilà, alors la loi 76, la loi de 2016, donc elle est évidemment très importante. Elle s'appelle Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages. Alors, c'est elle qui fait rentrer la biodiversité dans le code de l'environnement. Alors, je vais dire très rapidement où il est, mais en fait, on va passer très vite parce que c'est important de le dire parce que c'est quand même un cadrage législatif qui donne à la protection de la biodiversité tout son poids et toute son importance. Alors, on la trouve évidemment dans l'article de tête du code, qui est l'article L110-1, dans lequel on trouve tous les objectifs poursuivis. Alors, la biodiversité apparaît parmi les différents éléments qui font partie du patrimoine commun de la nation. Alors, dans tous les codes, généralement, en tout cas les codes que nous, on connaît, par exemple, dans le code de l'urbanisme, on voit que le territoire fait partie du patrimoine commun de la nation. Voilà, donc c'est un peu une formule, mais qui a son importance, notamment le Conseil constitutionnel l'utilise parfois. Alors, on trouve la définition juridique de la biodiversité. Alors, je ne vais pas vous la lire ici, parce qu'elle sera très décevante par rapport à la réalité de la biodiversité racontée par ceux qui la pratiquent. Mais il y a une définition juridique de la biodiversité. Alors, ensuite, le fait que la biodiversité soit dans ce fameux article 110.1 qui ouvre le code, ça veut dire qu'elle relève de tous les principes qui sont les grands principes de protection de l'environnement. Alors, je ne vais pas vous les citer. On a évidemment le principe de précaution, le principe de prévention. Alors, c'est là on trouve la base légale aux mesures ERC, les fameuses mesures éviter, réduire, compenser. Donc, on voit bien qu'on a une base légale assez solide. Je dis une petite chose pour ceux qui pensent, mais il n'y en a pas autour de la table, et je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup derrière leur ordi, qu'il relève également du principe de non-régression. Ah oui. Ça veut dire que la loi ne peut pas venir en arrière par rapport à ce qui a été décidé. Enfin, sauf à ce que la loi soit elle-même modifiée, que le principe de non-régression soit supprimé, mais bon. Voilà. Alors ça, c'est important. Alors la stratégie nationale pour la biodiversité dont on a parlé apparaît également dans la loi, elle est prévue. Alors, et je le dis tout de suite, mais on en reparlera un peu plus tard. L'une des traductions aussi, c'est un concept de principe de compensation qui en fait est renforcé s'agissant de la biodiversité. Alors ça c'est prévu dans le code aux articles L163.1 et suivants, et on y voit apparaître ces notions qui sont parfois un peu mystérieuses et dont les effets sont redoutables pour la mise en place des projets, sur le principe de respect de l'équivalence écologique dans la mise en œuvre évidemment des mesures de compensation, l'objectif d'absence de perte nette voire de gain de biodiversité, et tout un ensemble de modalités qui sont propres quand même à la biodiversité. Donc on voit que la biodiversité, depuis 2016, a acquis un statut légal assez fort, sachant que les objectifs de protection existaient depuis 1976 et découlent en grande partie des directives européennes. Donc on voit qu'on a un dispositif qui a une très forte assise juridique.
Donc on va, maintenant qu'on n'est pas rentré dans les détails de la biodiversité, mais qu'on l'a déjà abordé et qu'on a ce cadre juridique, on voulait ce matin évoquer avec vous comment on appréhende la biodiversité à différentes étapes du projet. Et on va commencer par le début, c'est-à-dire l'identification du foncier, la faisabilité du projet. Donc Xavier, je te laisse la parole pour introduire. C'est quoi un projet? Oui, alors là, on va faire un travail très interactif. C'est un peu le but du jeu et l'intérêt. Alors moi, très modestement, je vais commencer simplement par introduire le petit cadrage juridique pour rappeler quels sont les textes. Et je crois que vraiment le grand intérêt, c'est ensuite de voir comment il se traduit et comment il y a cette interaction entre le droit et toutes les réalités scientifiques et techniques qui sont déterminants pour la conduite aujourd'hui de projets dès lors qu'il y a des enjeux environnementaux et on sait qu'ils sont quand même maintenant assez fréquents. C'est fréquent. Voilà, oui, alors c'est intéressant de voir que la notion de projet peut être vue différemment selon qu'on est le maître d'ouvrage d'un projet. Donc le maître d'ouvrage d'un projet s'intéresse principalement à ce qu'il veut faire, donc au projet au sens de la création, de ce qui va sortir de terre généralement pour aussi, ça aussi. Voilà, le projet dont on va parler nous, c'est un projet qui est une notion juridique qu'il faut avoir en tête et qui est une notion qui découle du code de l'environnement. Là encore, c'est pour ça que quand on fait une note juridique, on parle bien du projet au sens du code de l'environnement, qui parfois n'est pas tout à fait le projet au sens auquel le maître d'ouvrage entend l'opération que lui-même est en train de concevoir. Alors le projet au sens du code de l'environnement, il a été réformé, enfin c'est tout ce que je vous dis maintenant, sont des notions assez nouvelles, parce qu'il y a eu une grande réforme en 2016 de l'évaluation environnementale, dans laquelle la France a définitivement adopté le schéma européen, après avoir on s'est mis en ligne. Longtemps résisté. Et le schéma européen, c'est l'approche globale du projet. C'est-à-dire que quand on a un projet, en fait, alors le projet, on va partir de la partie, j'allais dire étroite, c'est pas très gentil, mais de la partie qui est vraiment la finalité du projet pour celui qui le conduit, il faut l'élargir pour y agréger tout un ensemble d'éléments qui vont être le projet au sens où on va l'entendre pour le code de l'environnement. Et on peut quasiment y voir deux sphères, en quelque sorte. La première sphère, c'est que quand on fait un projet, donc un projet de construction par exemple, eh bien, le projet au sens du code de l'environnement, au sens du code de l'environnement, pardon, c'est pas uniquement la construction qu'on va faire, mais c'est la construction avec tous les aspects qui vont s'associer à la construction. Par exemple, qu'est-ce qu'on fait à l'intérieur du bâtiment? Si l'intérieur du bâtiment relève d'une législation, par exemple ICPE, installation classée, le projet, c'est bien l'ensemble. On ne décompose pas le bâtiment pour se demander quels sont les impacts du bâtiment et l'exploitation, etc. Alors, on faisait comme ça avant. Avant 2016, c'est comme ça qu'on faisait. Dorénavant, c'est fini. On prend le projet dans son ensemble. Et puis ensuite, deuxième élément, quand je dis dans son ensemble, et dans cette sphère du projet, on va aussi aller regarder directement quels sont ses impacts sur le terrain d'assiette, voire environnement. Donc c'est le projet au sens, très large. Je sais ce que je fais et je sais ce que je cherche à faire, mais je dois m'intéresser aussi aux effets que ça a sur. Alors voilà, ça c'est un peu la première sphère. Donc le projet au sens de l'environnement, c'est une vision globale du projet qu'on est en train de mener. C'est ça qui est important. Alors, il y a une deuxième sphère autour qui peut impacter un certain nombre de projets. C'est qu'il faut aussi se demander si le projet au sens du code de l'environnement ne doit pas intégrer d'autres éléments, d'autres travaux qui doivent être faits parce qu'ils sont en lien direct avec le projet. Alors, les exemples qui sont souvent donnés, si par exemple, je dois faire de la voirie qui est vraiment dédiée à mon projet, la voirie est incorporée au projet. Donc, en un mot, alors, l'autre exemple aussi, c'est les projets phasés dans le temps. Si j'ai un projet, mais je sais qu'il va déboucher sur une deuxième partie, le projet, c'est l'ensemble. Donc, il y a une vision globale qui est vraiment celle qui est prônée par le Code de l'environnement, enfin, qui est même imposée par le Code de l'environnement. L'objectif, c'est bien de se mettre dans une situation dans laquelle on envisage exactement le projet dans son ensemble pour évidemment savoir apprécier exactement les impacts du projet. Donc il y a évidemment l'idée de lutter contre le saucissonnage, mais c'est l'idée de se dire en amont d'un projet, je dois vraiment globalement me dire quels seront les impacts de ce projet. Pas une vision étroite qui va limiter les choses. Alors, parfois, on a des services instructeurs ou des juges aussi qui ont une vision vraiment trop extensive aussi. Il y a quelques décisions du Conseil qui sont intéressantes parce qu'elles disent à un moment, il faut quand même s'arrêter et il faut quand même garder un peu la raison. Un bon exemple, c'est par exemple si on est dans une zone dans laquelle on a par exemple
une zone à urbaniser du PLU, voire une OAP. Donc ça veut dire que dans le cadre de la planification urbaine, on prévoit bien un ensemble, mais que vous, j'allais dire, modeste entrepreneur, vous en faites qu'une partie, on ne peut pas vous dire, ah ben oui, mais comme votre partie s'intègre dans quelque chose qui a été défini par la planification, en fait, vous devriez vous préoccuper de l'ensemble. Non, là, ça allait trop loin. Il faut quand même avoir une vision un peu plus réaliste. L'autre exemple qui est très intéressant, c'est encore un exemple. Projet voisin aussi. Voilà, il y a 2 projets voisins qui s'inscrivent dans un cadre de planification qui est vraiment commun. Mais vous faites votre immeuble. Il y a un autre promoteur qui va faire l'immeuble d'à côté, dans une zone qui fait l'objet vraiment de dispositions d'urbanisme assez homogènes, voire des liens entre les 2 projets, par exemple des dessertes du terrain. Voilà, malgré tout, ça reste 2 projets indépendants. La bonne question à se poser, c'est est-ce que l'autre projet, au sens non code de l'environnement, voilà, est-ce qu'il se ferait ou pas sans le mien, dès lors qu'il y a une indépendance des projets. Généralement, ça veut dire que ce sont bien de... Voilà. Mais enfin, voilà, donc je pense que ça, c'est un peu des cas particuliers. Le cas général, c'est toujours plutôt de se dire, la vision code de l'environnement, c'est une vision globale de mon projet. Et je ne peux pas me contenter d'avoir une vision étroite. Et alors, justement, par rapport à ça, effectivement, si on a un projet global, les études, les dossiers, le cadrage réglementaire va être évalué au global. En revanche, il ne faut pas oublier que dans une étude d'impact, voire même dans un cas par cas, on en discutera tout à l'heure, la notion d'effet cumulé, elle apparaît de toute façon. Donc, même si vous avez un projet voisin et qu'il est distinct de votre projet, non, on ne va pas totalement l'oublier ou l'effacer. L'étude d'impact va traiter des effets cumulés, moins évidemment, en allant moins loin dans le détail que si c'était un seul et même projet. Mais il n'empêche qu'on va en parler, on va le présenter et on va évaluer les effets de notre projet associés aux effets de ce projet-là. Donc il y a quand même ce point-là qui vient rattraper et qui peut aussi permettre... C'est aussi un argument quand on essaie de justifier que non, on n'est pas sur un projet global. De mieux cerner la notion de projet. Et de dire, vous inquiétez pas, c'est pas le même projet, mais on ne le met pas sous le tapis. Ça apparaîtra dans les dossiers réglementaires. Alors un point peut-être, parce qu'on parle du projet et il y a le lieu d'implantation. C'est vrai que ce sujet de la biodiversité, aujourd'hui, il n'est pas dans les documents de planification. Donc ça va vraiment être du cas particulier. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure, Samuel, avec les pré-diagnostics ou les études. Ce sujet, en fait, est complètement indépendant des zonages, des documents de planification. Si on revient sur le projet et le foncier, donc le terrain d'implantation, c'est... C'est pour ça qu'il faut être vigilant. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il faut garder en tête qu'il y a très peu de cas où, par principe, au moment d'un cadrage réglementaire ou d'un dérisquage, on aime bien utiliser ce mot-là, on n'a pas de réglementation, ou très peu, qui dit il faut réaliser un inventaire 4 saisons, ou il faut réaliser un pré-diagnostic. C'est souvent de la donnée qu'il va falloir aller chercher pour répondre à une question. Donc, d'où le principe de proportionnalité, quelle est la procédure, quel est le niveau d'enjeu, et puis qu'est-ce que le contexte nous donne comme élément. Est-ce qu'on est sur une zone qui est très artificialisée, très anthropisée, dégradée, au contraire une zone naturelle favorable. Attention aux faux amis, une zone, une friche, une ancienne carrière, une ancienne décharge. C'est des zones qui ont été laissées totalement en renaturation et la nature reprend ses droits très très vite. Donc effectivement la vocation première du terrain, c'est quelquefois une vocation industrielle, et j'anticipe un peu sur un élément qui est noté un peu plus loin, mais de la même manière que le statut d'urbanisme actuel n'exempte pas d'éléments. Donc on soit en zone U, exactement. Un site artificialisé industriel et évidemment. Alors un projet en zone U, en zone AU, sur une friche ou qui rentre dans le cadre d'un fonds friche. J'ai un exemple en ce moment où effectivement tout est fléché pour que cette zone-là soit aménagée. Pour autant, l'aspect biodiversité ne doit pas être oublié et il se trouve en l'occurrence que dans l'exemple que j'ai en tête,
il n'a pas été oublié et il devient le principal problème, voilà, principal sujet. Voilà, donc oui, évidemment que c'est ces zones-là qu'il faut viser parce qu'elles sont fléchées, elles sont identifiées et du point de vue urbanisme, elles s'y prêtent. Mais voilà, attention à ne pas penser que le sujet environnemental, au sens où il y a la biodiversité, mais il y a d'autres thématiques, que le sujet environnemental finalement sera plus simple ou allégé parce que on a ça. Il faut le vérifier. Si c'est le cas, tant mieux. Après tout, ça a plus de sens, mais c'est pas automatique. Il faut rester vigilant. Il faut rester vigilant, oui. Donc une fois qu'on a identifié le projet, donc à la fois au sens opérationnel, mais surtout au sens juridique, on va rentrer dans un régime d'autorisation. Donc là, on en a beaucoup, mais Xavier, tu voulais revenir sur cet aspect, notamment les seuils. Oui, alors... Donc voilà, donc en fait, une fois qu'on a défini le terrain d'assiette, enfin en tout cas qu'on l'a bien repéré, qu'on commence à travailler dessus, après, en réalité, on voit qu'il va y avoir une interaction aussi entre le droit et le fait, en quelque sorte, pour la définition du projet lui-même, parce que, alors on connaît très bien, quand on définit un projet, les contraintes urbanistiques, et évidemment, on s'intègre dans les contraintes urbanistiques, ça c'est du classique. Alors en réalité, on sait que quand on a des enjeux environnementaux, on retrouve un peu une approche identique, il va falloir intégrer les contraintes environnementales dans la définition du projet, avec une logique qui est un peu différente en réalité. Ça veut dire que les contraintes environnementales, alors d'une part, il y a des règles de fond qu'on va voir, et la biodiversité en est un bon exemple, avec enfin, toutes les règles qui empêchent les atteintes à la biodiversité ou via la compensation. Enfin voilà, il y a des règles de fond un peu comme en droit de l'environnement, de l'urbanisme, mais il y a aussi en fait le fait que selon la façon dont on conçoit son projet, on va être confronté à des formalités ou à des obligations plus ou moins lourdes, plus ou moins fortes, qui se traduisent évidemment par des durées de mise en œuvre du projet, de montage d'ailleurs, et ensuite de mise en œuvre, et évidemment par un degré de complexité du dossier de demande plus important. Voilà, donc c'est pour ça que le droit de l'environnement génère ses propres contraintes. Alors, on connaît très bien un certain nombre d'entre elles, qui sont d'ailleurs assez structurantes. Alors, la première, c'est la question de savoir où on se situe dans le fameux tableau annexé à l'article R122.2 du Code de l'environnement, pour savoir si on va faire l'objet ou pas d'une évaluation environnementale et donc d'une étude d'impact. Donc ça, c'est ce fameux tableau avec le seuil sur lesquels... Voilà, c'est le grand tableau. Alors, tout le monde le connaît. Enfin, tout le monde connaît son existence. C'est plutôt ça. Beaucoup pratiquent. Beaucoup le mettre sous le tapis. Certaines des catégories de projets. Donc, en droit de l'urbanisme, on connaît particulièrement les rubriques 39 et suivantes. Et tout le monde sait que ce tableau, en fait, il a dans les lignes des types de projets. Et dans les colonnes, en fait, seuil de surface, des seuils ou d'autres caractéristiques du projet qui font que soit on est soumis à étude d'impact à titre systématique, soit on l'est à l'issue du cas par cas. Alors, le cas par cas est beaucoup plus nourri que le systématique. La plupart des projets font l'objet plutôt du cas par cas que du systématique. Voilà, donc ça, c'est un premier élément de seuil. Donc, tout le monde connaît bien, par exemple, la seuil de 10 000 mètres carrés. Mais bon, il faut savoir qu'il y en a d'autres, et on y reviendra, et ça, c'est vraiment un seuil structurant. Alors, en réalité, une fois qu'on a compris son projet au sens large, qu'on a été nourri des premiers éléments d'études sur le terrain, qu'on commence à comprendre qu'on va être soumis à d'autres législations. Alors, ICPE, c'est la grande classique. L'autre très classique, c'est évidemment police de l'eau, qui est une législation extrêmement difficile à aborder pour l'ensemble des professionnels, parce qu'en fait, elle est très technique et difficile à comprendre. Eh bien, ces propres législations eux-mêmes vont soumettre le projet à des régimes d'autorisation, et là encore, on retombe dans d'autres seuils. Et donc, en fait, il faut jongler entre à la fois les seuils du tableau R122.2 pour l'étude d'impact, les seuils propres aux différents régimes d'autorisation. Alors, un très bon exemple, par exemple, que sûrement un certain nombre de personnes qui nous écoutent ont peut-être pratiqué, c'est l'exemple du data center. Un data center, d'une part, on a les seuils R122.2, d'accord, mais on a aussi les seuils ICPE en fonction, par exemple, des groupes de la puissance des groupes électroniques qu'on met en termes de puissance de secours pour alimenter les data centers.
Et on sait qu'on tombe dans des rubriques. Alors, si on est en dessous de 20 mégawatts dans ces groupes électrogènes, ça va bien parce qu'on est dans le régime de la déclaration ICPE, c'est déjà un peu de complication, mais pas trop. Entre 20 et 50, on a un régime de l'enregistrement, donc on reste dans du cas par cas du point de vue environnemental. Et puis en revanche, si on dépasse 50, on change de rubrique, on bascule dans une rubrique dans laquelle on est en étude d'impact systématique et on passe en autorisation environnementale. Donc là, on voit que voilà, on monte en gamme dans le type de projet et dans les exigences procédurales du projet. Voilà. Alors tout ça pour le rappeler parce que je crois qu'aujourd'hui c'est une pratique, tout le monde devient un peu habitué à cette approche dans laquelle il faut croiser les données urbanistiques assez classiques avec toutes ces contraintes environnementales et tout ça, en fait, il faut le mélanger ensemble pour arriver à comprendre un peu la façon dont le projet va être conduit. Et du coup, le rôle du maître d'ouvrage à ce moment-là, il est primordial. Là, on est tous les trois et je crois que ça illustre bien en fait l'organisation qui doit être mise en place à ce moment-là. Il y a une espèce de triangle avec des flèches qui vont dans les deux sens entre le terrain, tu en as parlé, entre le projet, ou en tout cas la vision du projet, de ce qu'il pourrait être, de ce qu'il devrait être, de ce qu'il doit être, et puis le code de l'environnement et on va dire plus globalement la réglementation. Il ne faut pas voir ça comme quelque chose de linéaire, il faut vraiment qu'il y ait un échange, chaque élément va nourrir la réflexion, chacun va apporter des éléments. Il n'y a rien de pire qu'un projet qui est déjà conçu, bouclé, ficelé, avant même d'avoir étudié le cadrage réglementaire, etc. Donc je pense qu'il y a le message important et qu'on ne cesse de répéter, c'est évidemment l'anticipation, c'est pas toujours simple, et le fait je parle de co-construction du projet, mais de s'entourer vraiment des ressources nécessaires. Certains aménageurs ont du retour d'expérience, ont des services dédiés, ont des personnes qui connaissent et ont l'habitude. On peut pas tout savoir, donc j'ai déjà pas la prétention de maîtriser les sujets biodiversité dans leur ensemble, loin de là. Mais alors si on commence à me parler de certains éléments de conception, de construction, d'implantation, d'accessibilité, tout de suite je vais être perdu. Donc j'attends aussi du maître d'ouvrage qu'il ait ce réflexe-là et qui constitue très tôt des équipes. Ça peut être juste un appui, ça peut être juste des éléments de pré-cadrage, de préparation, d'anticipation. On va essayer de donner quelques éléments après, mais vraiment, je pense que c'est pas du tout, c'est peut-être du temps le mieux investi, parce qu'à ce moment-là, on va anticiper des choses, on va gagner du temps. Ça va éviter des allers-retours et puis voir des marches arrière. Quelquefois, on va revenir sur la conception d'un projet. On va chercher toutes les solutions possibles. Quelquefois, il n'y en a pas. Paysagères tout à l'heure. On parlait des études paysagères, évidemment. Ça fait partie. Alors, c'est pas le sujet. On pourrait en parler, mais voilà. Vraiment, s'il y a un point à retenir, c'est vraiment ça, d'avoir ce travail en amont qu'on pourrait illustrer. J'ai plein d'exemples. Le projet, il n'a pas abouti tel qu'il était imaginé au départ, mais il est arrivé au bout. Il ne faut pas avoir les idées trop arrêtées. Non. En fait, voilà. C'est peut-être ça ce qu'il faut retenir. Ouais. Sur les seuils, on y reviendra tout à l'heure. On parlait effectivement notamment de cette fameuse nomenclature. Vous rappelez aussi que depuis c'est 2022 de mémoire, on a un décret sur lequel on avait travaillé ensemble, le fameux dispositif filet qui, on va dire, rattrape entre guillemets les projets en dessous de ces fameux seuils, mais là vraiment nomenclature R122 du Code de l'environnement, principalement quand même au regard, on y revient toujours, de la localisation et des incidences éventuelles du projet sur l'environnement. Donc comme vous dites finalement tous les deux,
il y a le cadrage réglementaire, les seuils, les autorisations requises en fonction du projet. Mais voilà, faut être attentif à l'état, à la localisation aussi du projet et les effets globaux finalement du projet sur son environnement, parce que on peut être rattrapé notamment par ce dispositif-là qui peut être actionné par les services instructeurs, mais qui normalement est un dispositif exceptionnel. Donc on le mentionne, mais c'est exceptionnel. Voilà, donc en fonction de ces différentes autorisations, on va être dans l'examen au cas par cas. Tu veux... Voilà, alors là encore un petit cadrage juridique sur le cas par cas. Alors quand on rentre dans le cas par cas, ça veut dire qu'on est quand même, on sait qu'on est dans un projet à enjeu environnemental, alors on va dire potentiel, parce que le cas par cas a pour but de vérifier. Il peut y avoir une distance. Voilà, alors l'examen au cas par cas, ça sert à quoi? Ça sert à vérifier si justement le projet remplit le critère d'un projet en jeu environnemental, et le critère il est fixé par le code, hein, c'est des projets qui ont des incidences notables sur l'environnement. Tout est dans le mot notable. Voilà, et donc en fait l'examen au cas par cas a pour but de vérifier ce point. Alors, petite précision, mais ça maintenant c'est assez bien intégré par tout le monde. Qui est en charge de l'examen au cas par cas? Alors la plupart des cas c'est le préfet de région, hein. Je signale qu'il y a des cas où ça peut être le ministre chargé de l'environnement ou l'autorité environnementale au niveau national, hein, celui qui est intégré à l'inspection générale de l'environnement et du développement durable. Enfin bon, oublions tout ça. Dans les projets tels qu'on les connaît, c'est le préfet de région qui est chargé de l'examen au cas par cas. Alors, je fais un petit aparté sur ce sujet-là. Ça a été extrêmement critiqué, notamment par un certain nombre d'associations environnementales qui estimaient que l'examen au cas par cas aurait dû être fait par l'autorité environnementale, dont on parlera plus tard, qui a une certaine autonomie, qui a même une autonomie réelle à l'égard de l'administration. Et c'est le Conseil d'État qui, dans plusieurs décisions, a réaffirmé plusieurs fois, à l'époque où j'y étais, donc on était très, très, très attaché à ça, qu'il ne faut pas confondre les choses, et que l'autorité environnementale, dont le rôle a été vraiment très conforté par les décisions du Conseil d'État, joue un rôle à un certain stade, mais là on est en amont, et c'est pas du tout anormal que ce soit une autorité administrative classique, on va dire, qui apprécie la question de savoir si le projet a des effets notables. Alors voilà, alors le processus, on le connaît bien. On remplit le fameux CERFA que j'ai là, et dont le but est de décrire les caractéristiques du projet et évidemment ses incidences sur l'environnement. Donc il y a toutes les petites rubriques. Alors la petite réflexion qu'il faut se faire, puisqu'on parle de biodiversité, c'est la biodiversité n'apparaît pas dans le tableau R122.2, enfin annexé au R122.2. La biodiversité n'est pas un critère d'entrée dans le tableau qui permet de déterminer si il faut faire un cas par cas. Alors, je m'arrête tout de suite là, ce qui montre bien la nécessité, l'intérêt de la clause filet, puisque on voit bien que la question de savoir s'il faut faire le cas par cas ne tient finalement pas tellement compte de la localisation du projet. Elle tient compte que des caractéristiques du projet. C'est un vieux billet, en fait, du mode de raisonnement français dans lequel on s'est beaucoup intéressé au projet qu'on veut faire, assez peu à la localisation et aux caractéristiques de l'environnement qui accueille le projet. Voilà. Alors ce billet-là, il est rattrapé par la clause filet. Donc autant on a beaucoup travaillé pour faire en sorte qu'elle soit facilement gérable, enfin facilement le mot est impropre, enfin qu'elle soit le plus gérable possible par les opérateurs. Maintenant on voit bien que sa justification elle est quand même là. C'est que le tableau annexé R122.2, c'est une certaine façon de concevoir le projet qui est très proche de l'approche à l'ancienne en quelque sorte. Voilà. Donc alors en revanche évidemment la biodiversité, elle va apparaître très fortement, elle apparaît évidemment dans le formulaire qu'il faut rentrer, le formulaire CERFA, au titre de la localisation, mais également spécifiquement au titre des incidences du projet. Il faudra évidemment donc bien renseigner les choses. Alors ensuite, le reste de la procédure, c'est connu, je vais très vite. Donc le préfet de région, il a 35 jours pour se prononcer. Au vu d'un dossier complet, on a toujours cette petite difficulté. Voilà. L'absence de réponse, donc silence vaut obligation de.
faire une évaluation environnementale, donc une étude d'impact. Alors, petite chose que l'on fait rarement, voire jamais, c'est qu'on peut faire, on peut faire un recours administratif contre une décision de soumettre un projet à évaluation environnementale. Et ça, nous, pour nos clients, on le fait assez... Enfin, on a quelques exemples où on l'a fait. D'ailleurs, on l'a fait avec succès. Donc, c'est vraiment quelque chose d'utile. Alors, avec succès, parce qu'on complète le dossier quand même. Il faut bien dire les choses. Voilà. Et ensuite, on peut faire un recours contentieux. Mais ça, un recours contentieux, moi, j'ai jamais vu. Et je pense que c'est un peu... Enfin, je suis pas sûr que ce soit une démarche très, très porteuse. Mais ce point, pardon, ce point de complétude, il est très très important parce que effectivement, on a cette notion de seuil, on a en fonction du niveau de surface, de volume, etc., du projet, on va atteindre un seuil de cas par cas qui vise finalement à demander à l'autorité environnementale est-ce que vous voulez une étude d'impact ou pas. Donc, est-ce qu'elle va juger effectivement qu'il y a des incidences notables et est-ce qu'elle va juger que l'étude d'impact va apporter des éléments de réponse et des mesures qui vont permettre de baisser au maximum ces incidences. Exactement, c'est cette démarche éviter, réduire, compenser, ERC. Donc, le cas par cas, il comprend le CERFA et quelques pièces jointes obligatoires qui sont quand même très très réduites. Pour présenter le projet, il y a 7-8 lignes. Bon. Ensuite, on peut y joindre tout ce qu'on veut. Et c'est là où c'est important. Je pense qu'il ne faut pas partir du principe qu'un cas par cas, c'est ça. Ou c'est cette taille-là, ou c'est ce niveau de détail-là. Ça va dépendre du contexte. Ça va dépendre des caractéristiques du projet. Ça va dépendre aussi des enjeux du maître d'ouvrage qui il faut quelques semaines, quelques mois en fonction de ce qu'on fait pour faire le dossier de cas par cas. Presque moins si on a tous les éléments. 35 jours d'instruction. Le risque, c'est une étude d'impact, c'est un diagnostic écologique 4 saisons, c'est un an et demi. J'ai mal préparé finalement ce dossier-là. Je multiplie le risque, entre guillemets, de devoir réaliser une étude d'impact. C'est ça. Donc, on parlait d'anticipation tout à l'heure, mais c'est aussi la mesure de son risque à ce moment-là et tout ce qu'on va pouvoir apporter. Donc, tu l'as dit, il n'y a pas d'exigence en termes d'inventaire écologique. Nous, on conseille systématiquement de faire au moins un prédiagnostic. Parce que sinon, comment répondre aux questions qui sont posées sur les espèces protégées, sur les zones humides voilà. Et bien, en ayant fait ça, on dit regardez, si, on en a pleinement conscience. C'est pas la peine de demander une étude d'impact. On en a conscience, la preuve, on a anticipé. De la même manière, souvent, on rajoute une note d'incidence. Alors, le but, c'est pas de faire une étude d'impact à la place de l'étude d'impact. C'est de montrer. Je l'ai entendu souvent. Non, voilà, évidemment. Une note d'incidence, c'est pas les 200 ou 300 pages de l'étude d'impact, etc. Mais c'est montrer qu'en fait, déjà, dans vos projets, indépendamment du fait qu'il y ait une étude d'impact ou pas, vous avez déjà prévu un certain nombre de choses. La démarche ERC, éviter, réduire, compenser, vous l'avez déjà faite parce que le choix du site, il a été réfléchi, l'implantation du projet doit être réfléchie, la gestion, du chantier, des déchets en face chantier, vous allez le faire de toute façon. Donc tout ça, il faut qu'on le mette en avant dans le cas par cas pour montrer qu'il y a déjà beaucoup de choses qui sont faites et finalement essayer de montrer que inutile de faire une étude d'impact, ce qui a pu être anticipé l'a été. Ça, c'est important. Oui, alors oui, moi j'abonde complètement. D'abord, les textes précisent bien que lorsqu'on remplit son formulaire, on doit décrire les mesures d'évitement et de réduction. Et les mesures d'évitement et de réduction sont prises en compte pour savoir si le projet a des effets notables. Donc, c'est des effets notables d'un projet apprécié de façon nette. Je veux dire, pas brute. C'est pas ce que je compte faire. C'est vraiment une fois que j'intègre. Donc, on voit bien, et on remonte d'un cran, on voit bien l'intérêt de définir son projet au vu des différents critères environnementaux, de telle façon à savoir traduire la réalité du projet lorsqu'on remplit son formulaire, en y intégrant les premières mesures d'évitement et de réduction qu'on aura prévues. Des cas très très concrets, vous avez une zone humide. Si vous évitez d'aller toucher à votre zone humide parce que vous localisez positionnez votre construction à un certain endroit du terrain, voilà, c'est une mesure d'évitement qui évidemment aura un impact très lourd sur la décision du préfet de région. Oui, alors moi je suis plus provocateur. Moi je pense qu'il ne faut pas hésiter à faire une mini-étude d'impact pour éviter de faire une maxi-étude d'impact. Et donc faire un cas par cas qui est une mini-étude d'impact. En tout cas, on a sélectionné
On a ciblé les sujets les plus accidents. sensibles, on y apporte des réponses très étayées, construites, enfin ouais. beaucoup plus étayées qu'effectivement les 6 Ouais, lignes ouais. qu'on peut mettre. C'est une bonne stratégie. un Après, c'est une question de investissement, dosage. ouais. On peut toujours essayer de passer, on verra bien. Mais alors, généralement, le recours gracieux Oui. est l'occasion d'essayer de se rattraper si on Ouais. voit que le préfet a tiqué sur des points. Mais généralement, le recours gracieux, encore faut-il avoir le Oui, temps c'est ça, les d'aller chercher les informations, etc. Moi, j'ai vraiment un exemple dans lequel on a fait un recours gracieux parce qu'on trouvait que c'était un peu amer d'être soumis à évaluation. Et il se trouve que entre le moment où on a eu la décision initiale qui soumettait à évaluation, on a pu refaire un passage sur le terrain avec le bureau d'études, on a pu apporter des données complémentaires sur la situation en termes de biodiversité. Et au vu de ces éléments et d'autres éléments sur d'autres sujets, le préfet finalement a pris une décision de dispense. Donc on voit que charger faut justifier, en fait. la demande d'examen au C'est cas ça, par cas, Ça peut rapporter. selon les projets évidemment. Oui. Dans la plupart des projets, le formulaire, enfin dans beaucoup de projets, le formulaire il suffit. Enfin, de toute façon, il y a toujours des annexes qu'il faut y mettre, mais enfin, il n'y a pas besoin non plus d'en faire trop. Mais dans certains projets où on sent que ça frotte un peu sur des sujets, il faut mieux tirer le profit d'une réflexion en amont et charger la demande d'examen au cas par cas. Et puis, c'est pas perdu. C'est-à-dire que cette donnée-là, de toute façon, soit elle suffira à permettre d'être exemptée d'études d'impact, soit elle sera finalement elle sera réutilisée pour alimenter. Donc faire un inventaire de plus, réaliser une note d'incidence paysagère. Tu parlais de paysage tout à l'heure. Typiquement, c'est des choses qu'on fait assez rarement dans le cadre des cas par cas. Mais dès qu'on commence à travailler et qu'on voit que le contexte s'y prête, on peut le faire. Voilà, c'est tous ces éléments-là, de toute façon, seront utiles. Donc c'est effectivement un petit peu plus de temps, c'est effectivement un petit peu d'investissement supplémentaire, mais peut-être pour gagner un an de procédure et une enquête publique qui peut être source de questions, de compléments, etc. Alors juste, on revient un petit peu en arrière. Tout à l'heure, on abordait la notion de projet. On a une question. Dans le cas des OAP avec plusieurs zones d'aménagement, se pose systématiquement avec une imposition de l'administration d'anticiper l'impact sur la totalité des zones limitrophes de l'OAP. Donc c'est un peu le cas que tu évoquais tout à l'heure, y compris celles en zone d'urbanisation future. Avez-vous des jurisprudences qui condamnent cette interprétation plus large? Je ne sais pas si on a des jurisprudences, mais... Alors, c'est pas spécifiquement sur l'OAP, mais je trouve que ça s'en rapproche. Sur la planification, il y a une décision du Conseil. Il y en a très peu. Il y a en fait 2 décisions, enfin à ma connaissance. Il y a 2 décisions du Conseil qui ont vraiment éclairé ce sujet. Une décision du 28 novembre 2018 qui repose plus sur la notion de zonage avec une sorte de d'approche homogène d'un certain secteur. Et là, le Conseil dit non, c'est pas un critère pour définir le projet. En fait, le bon critère, c'est... alors, même si les services instructeurs, parfois, surinvestissent et ont une vision un peu jusqu'au boutiste, mais en fait, c'est tous les autres éléments qui sont rendus nécessaires par le projet que vous portez, ou qui ne seraient pas pertinents si vous ne le faisiez pas. Rendu nécessaire, on peut jouer un peu en disant c'est pas rendu nécessaire parce qu'on aurait pu le faire sans moi. Voilà, donc le juge va un cran plus loin en disant oui, mais si vous n'étiez pas là, en fait, ça n'aurait pas d'utilité de le faire. Donc voilà, donc c'est tout ce qui est rendu nécessaire, tout ce qui est en dehors de mon terrain d'assiette en quelque sorte, mais qui est rendu nécessaire par mon projet ou qu'on n'aurait pas fait si j'avais pas fait mon projet. Ça, il y a une forte suspicion que ça va s'intégrer au projet au sens du Code de l'environnement. Par contre, sur l'aspect biodiversité, on ne s'arrête pas dans l'évaluation des incidences. On parle d'incidences directes, indirectes, temporaires, permanentes. Et effectivement, quand on conduit un inventaire écologique, on ne s'arrête pas aux limites strictes du terrain projet. Parce que, effectivement, on parlait tout à l'heure, la biodiversité, c'est l'équilibre, c'est des continuités aussi. Ouais. Alors, il y a des trames vertes, bleues, jaunes, noires. Tout ça, ça rentre en ligne de compte dans l'évaluation des enjeux. Sinon, ce sera incomplet. Et c'est le projet qui en pâtira. Donc, effectivement, cette réflexion, elle va au-delà des limites. Donc, les inventaires, les études d'incidence et on va dire les états initiaux vont au-delà du strict périmètre
parce que effectivement on peut couper un couloir voilà, le corridor écologique. Exactement, c'est tous ces termes-là. J'essaie de ne pas employer ces mots-là qui peuvent fâcher. Je sais que oui. Mais voilà, donc de toute façon l'étude doit aller au-delà. Et ça peut être quelquefois un petit peu compliqué. On parlait de débroussaillement tout à l'heure. Oui. Typiquement, on peut avoir des risques incendies selon la nature des parcelles limitrophes. Donc il va falloir avoir des réflexions sur qu'est-ce que le projet va induire à l'extérieur de ses limites strictes. On peut parler d'ombrage dans certains cas, on peut parler de modification des conditions d'écoulement des eaux dans le sol, à la surface, et on peut parler de débroussaillement. Et effectivement, ça veut dire que dans certains cas, on peut avoir 50 mètres de débroussaillement à l'extérieur. Voilà. Alors, on a des risques incendie à maîtriser, mais le débroussaillement peut avoir des incidences. On est pourtant sur un foncier qui ne nous appartient pas, sur lequel on n'a pas de maîtrise. Il n'empêche que cette incidence-là, il va falloir l'évaluer, il va falloir en tenir compte, sans quoi l'instruction peut conduire à dire c'est incomplet. Et donc... on se revoit la prochaine fois. Alors justement, l'évaluation environnementale, le cadrage du processus, tout ça, Oui, alors ça, je crois que c'est vraiment important. Oui, alors l'évaluation environnementale, elle est parfois mal comprise. Oui. Et notamment, bien comprendre la différence entre l'évaluation environnementale, l'étude d'impact. Oui, c'est vrai que... Voilà. Alors, en fait, l'étude d'impact est le point de départ de l'évaluation. L'évaluation environnementale, définie par le Code, c'est un processus qui commence par la remise par le maître d'ouvrage de son étude d'impact. C'est l'étude d'impact qui est vraiment la base de l'évaluation environnementale. Mais l'évaluation environnementale, c'est un processus qui, sur la base de l'étude d'impact, va conduire à 3 autres étapes. Alors, la première étape, c'est le recueil des avis obligatoires. Alors, on connaît très bien l'avis de l'autorité environnementale. Donc là, je parle bien de l'autorité environnementale. Mais il y a aussi celui des collectivités territoriales intéressées par le projet. Ça, parfois, celui-là, il est plus discret. Mais il est moins important, évidemment. Alors, le deuxième, qui n'est pas dans les articles du Code qui parlent de l'évaluation, mais qu'il faut avoir en tête, c'est évidemment la participation du public. Et là, il faut aller dans le chapitre d'après du Code, avec une articulation entre, la phase d'évaluation et la participation du public qui est parfois un peu complexe. Et puis, la dernière phase qu'on oublie complètement, généralement, qu'on n'a pas en tête, c'est que tout ça sert à quoi? Alors, à informer le public, ça c'est important, mais également à éclairer l'autorité qui décide. Et la phase finale de l'évaluation environnementale, c'est l'obligation pour l'autorité compétente qui va autoriser le projet de tenir compte de l'ensemble des informations, à la fois de l'étude d'impact et des consultations, et d'en tirer les conséquences. Alors, en tirer les conséquences, ça veut dire quoi? D'abord, évidemment, c'est d'en tirer les conséquences sur le respect des règles de fond. Si le projet révèle des méconnaissances de règles de fond qui y font obstacle, ça, c'est une conséquence un peu radicale. Et en biodiversité, ça peut arriver. Et d'ailleurs, c'est peut-être le seul cas c'est l'un des cas dans lequel on peut avoir vraiment des points d'arrêt brutaux. Voilà. Alors, de façon plus douce, j'allais dire, c'est surtout sur les mesures ERC, parce que l'autorité compétente est toujours tenue de contrôler les mesures ERC et le cas échéant, de venir les compléter. Et ça, quelle que soit l'autorisation dont il est saisi. Pas uniquement une autorisation qui relève du Code de l'environnement. Ça peut être un permis de construire, ça peut être n'importe quelle autorisation administrative. Alors, et petit point aussi qui n'est pas tout à fait connu et qui est difficile à respecter en réalité, c'est que en théorie, la décision de l'autorité compétente qui statue après le processus, en fin du processus d'évaluation environnementale, doit être motivée. Alors ça, c'est très vicieux. On le trouve rarement au contentieux, mais on le trouve parfois, et on est très gêné. Parce que les autorités... Alors, il faut voir ce que c'est qu'une demande qui fait l'objet d'une évaluation environnementale. Prenons le cas d'une autorisation environnementale qui aboutit après un processus d'évaluation environnementale. On a un dossier de demande qui est juste énorme, qui a fait l'objet de toutes ces phases
qui sont en plus contradictoires, puisque comme vous le savez, le maître d'ouvrage peut répondre à l'avis de la MRAE. Donc voilà, il y a beaucoup d'informations qui permettent de se... Et il faudrait, et on aboutit à une décision, autorisation environnementale, qui est une décision très lourde, avec beaucoup de prescriptions, etc., avec des visas sans fin. Et il faudrait en plus que l'on motive pourquoi on autorise à l'issue du processus d'évaluation. Très peu d'autorisations environnementales n'ont une motivation en réalité, qui vont au-delà de ce qu'il y a déjà dans l'autorisation. Donc ça, je le signale, parce que quand ça arrive au contentieux, on est toujours extrêmement gêné quand on a des opposants un peu malins et qui viennent dire votre décision n'est pas motivée. Et notamment évidemment sur la dérogation espèces protégées, dont on va parler tout de suite. Voilà, donc ça, je le dis. Alors, l'autorité environnementale, tout le monde sait que c'est la MRAE, je ne le dis plus, parce que maintenant, notre diptyque préfet de région en amont, pour savoir si on est soumis ou pas, et puis ensuite autorisation environnementale en aval, dans le cadre de l'évaluation, ça c'est maintenant bien connu. Ce qui est bien connu aussi, c'est que nos MRAE sont extrêmement strictes et vigilantes, et ceux qui s'inquiétaient, et ça a été un des sujets devant le Conseil d'État aussi, sur l'autonomie des MRAE et leur capacité à avoir une vision critique sur les projets, doivent être extrêmement rassurés par la façon dont elles travaillent. Ça, c'est clair qu'elles ont une vision critique. Mais elles sont là pour ça, et même si parfois on trouve qu'elle est trop critique, c'est quand même leur rôle, et il faut en avoir conscience. Alors, dernier petit point, je vais le développer très vite, parce que c'est un point vraiment compliqué, sur certains projets, et notamment les projets qui sont soumis à plusieurs autorisations, ce qui aujourd'hui est quand même souvent le cas. Alors, le processus de l'évaluation environnementale est mené à l'occasion de la première décision délivrée. Ce qui, rien que le mot délivré, en termes de timing, peut soulever des difficultés quand on sait qu'on a parfois des formalités qui courent avec des calendriers qui peuvent être un tout petit peu incertains. Alors, c'est logique, puisqu'on voit bien que c'est l'occasion pour l'autorité compétente de s'interroger sur les impacts du projet sur l'environnement et sur les mesures ERC. Voilà, alors c'est logique, mais c'est compliqué quand même de caler ces différentes procédures pour faire en sorte de bien viser la bonne qui va faire l'objet d'eux, voire l'anticiper en se disant que... Alors, ensuite qu'on a différentes autorisations qui sont requises, vous savez tous que donc normalement le processus il est fait une fois pour toutes, c'est-à-dire que les autres ne font plus l'objet d'évaluation, sauf si évidemment l'étude d'impact n'était pas suffisamment complète parce qu'on n'avait pas pu anticiper tous les aspects du projet, ce qui arrive. Et à ce moment-là, il y a une possibilité d'actualiser l'étude d'impact. Mais l'actualisation, c'est un processus qui est lourd parce qu'on repart dans un processus on repasse devant l'autorité environnementale, etc. On a une participation du public qui est sous forme électronique allégée, mais enfin, malgré tout, il faut la faire. Donc l'actualisation, c'est assez lourd. Alors, c'est rare dans des projets qui sont des projets menés par un maître d'ouvrage qui lui-même a fait l'étude d'impact. Généralement, il fait en sorte de faire une étude d'impact qui est exhaustive. Mais ça arrive sur des projets plus complexes. Le cas le plus classique, c'est évidemment les ZAC. On fait l'étude d'impact et l'évaluation à la création de la ZAC, mais en fait, ensuite, les constructeurs, eux, sont parfois obligés de faire des actualisations. Voilà ce qu'on peut dire, je crois, sur... le cadrage général. Ouais. On peut parler. On a parlé un petit peu de seuil. À quel moment on est soumis ou pas. Et on a la question qu'on a évoquée tout à l'heure sur le seuil de 10 000 m² de SDP comprend les seules constructions et rénovations hors surface bâtie démolie ou compris ces surfaces démolies. Voilà. En préparant cet échange, on avait exactement cette question-là qui revient très régulièrement. Alors moi, je vais parler de mon retour d'expérience, c'est qu'effectivement, on n'a pas de réponse absolue. Alors moi, je suis pas avocat, donc j'ai moins cet aspect jurisprudence, mais par contre, on a tendance à interroger les services instructeurs quand on peut pour avoir des éléments, et j'ai des exemples différents. Mais après, les cas sont peut-être aussi différents selon si on démolit ce qui existe et qu'on recrée, ou selon si on réexploite. Quitte à ne garder que la structure, il peut y avoir des différences. Alors, je passe sur l'aspect strictement juridique et légal. Est-ce qu'il y a une meilleure réponse que ça ?
Le juriste, il lit les textes. Hein. Nous, on nous dit. Et alors, si on prend la rubrique 39, Voilà. qui est celle qui fait mal, évidemment, c'est celle qui nous intéresse le plus. Hein. Non, on est en création, hein, c'est travaux créants. Donc, on regarde les travaux et on regarde ce qu'on crée. Hein. Alors, après, la petite difficulté, c'est que si on détruit, on recrée. Oui, je crois qu'on est en création. En revanche, si on étend, on regarde quelle création d'entreprise au sol le projet que l'on est en train de réaliser fait. Alors, en revanche, sur les opérations d'aménagement, c'est plus vicieux parce que là, on est sur des questions de terrain d'assiette, par exemple, assez souvent. Hein. Donc là, le terrain d'assiette, évidemment, la question ne se pose d'ailleurs même pas. Alors, on peut aussi être en création de surface de plancher, mais là, on est sur une assiette globale. Lorsqu'on est sur le petit B ou le petit C, opération d'aménagement, là, on a plutôt une vision globale. Mais quand on est sur le petit A, la lecture stricte, c'est les travaux créants, une emprise au sol. Bon, voilà, mais il y a toutes les zones frontières sur lesquelles est-ce qu'on crée une... voilà. Ouais. Bon, c'est pour ça, moi, j'ai plusieurs exemples qui n'ont pas tous été traités de la même manière, mais pas tous sur les mêmes services, même type de projet. Si, quand même, on était plutôt sur du logement. Oui. Mais démolition, construction. Démolition, construction, modernisation, mais c'est surtout des régions différentes, services instructeurs différents et des lectures qui peuvent être différentes d'un interlocuteur à l'autre. Je sais que c'est un vrai sujet sur ce point-là, mais sur tout un tas d'autres. On parle de biodiversité, d'un instructeur à l'autre en termes de biodiversité, on va avoir des approches différentes aussi. Alors justement, on a une question sur notamment un dossier avec la loi sur l'eau. Oui. Les services de la DDT peuvent-ils imposer d'appliquer un SAGE validé par leur service, mais pas par le préfet sinon, c'est le SAGE précédent ou un texte national qui s'applique. Comment on fait Ça arrive souvent qu'on ait des documents qui soient en cours de validation. C'est vrai aussi sur des PLU. On a des PLU qui sont en cours de modification, voire en cours de création, dans certains cas. Il n'y a pas de PLU, on se dit, bon, le PLU, il est quasiment bouclé, le voilà, mais il n'est pas opposable. Parce qu'effectivement, il n'a pas été instruit et validé par le préfet. C'est vrai pour un SAGE, c'est vrai pour un PLU. Dans ces cas-là, la position de base, c'est de le prendre en compte. Parce que de toute façon, les services qui nous demandent de le prendre en compte, sont les services qui vont instruire le dossier. Donc bon, j'imagine que si cette question est posée, c'est parce que il y a une incompatibilité avec ça. Donc là aussi, je vais laisser répondre Xavier là-dessus, mais pour moi, si le document il n'est pas opposable, il n'est pas obligatoire. Maintenant, un projet ou une instruction de projet, c'est long. C'est très long. Entre le moment où on fait l'étude, on la dépose, elle est instruite et on arrive jusqu'à la fin de la phase d'évaluation dont on parlait tout à l'heure, donc la décision finale du préfet, il peut se passer 1 an, 2 ans. Donc on a tout intérêt à anticiper parce que le document, s'il est quasiment finalisé, tôt ou tard, il sera opposable. Oui, alors il y a des approches différentes en matière de droit de l'urbanisme et droit de l'environnement. Alors en droit de l'urbanisme, un PLU en cours d'élaboration, on sait qu'il n'est pas opposable effectivement, mais enfin bon, le maire a l'outil du sursis à statuer, qui permet d'anticiper les effets. De toute façon, il peut opposer un sursis à statuer. Tous ceux qui construisent en ce moment à Paris savent que le sursis à statuer est un vaste sujet. Je ne sais pas combien il y en a en ce moment qui ont été pris ou qui sont en phase d'être pris. Voilà, bon, ça c'est le mécanisme droit de l'urbanisme qu'on connaît bien. Voilà, et qui est relativement cadré. Alors, ce qui est moins connu, c'est le droit de l'environnement. Alors là, c'est un processus qui est beaucoup plus particulier. En droit de l'environnement, on n'est pas comme en droit de l'urbanisme. En droit de l'urbanisme, on applique les règles, on a son permis de construire, et puis si la règle change après, eh bien, le permis de construire protège de la règle future, du changement de règle. Il est ce qu'on appelle créateur de droits acquis. C'est-à-dire, quand j'ai mon permis, tant que j'exécute mon permis, je peux exécuter mon permis. Si je respecte mon permis, on ne peut pas m'opposer des règles nouvelles. En droit de l'environnement, c'est exactement le contraire. C'est-à-dire qu'en droit de l'environnement, on est sur l'idée que la règle nouvelle s'applique aux situations existantes, en cours, exactement. Et donc, j'ai mon autorisation environnementale, j'ai ma dérogation espèces protégées, eh bien, elle ne me protège pas des règles nouvelles. Ce qui fait que quand on est en cours d'instruction
et qu'on sait qu'il y a un SDAGE en cours d'élaboration, ou généralement c'est une révision de SDAGE, dans lequel justement on intègre dans les nouveaux SDAGE toutes les contraintes en termes de biodiversité issues de la loi de 2016. Alors maintenant c'est fait, mais on a une période où c'était le cas. Donc avec des contraintes en termes notamment de compensation beaucoup plus précises, etc. Eh bien, en fait, on peut se faire délivrer son autorisation, alors environnementale par exemple, ou une autorisation police de l'eau, sur le fondement du SDAGE en vigueur qui n'intégrait pas encore. Hein, et donc on respecte par exemple les ratios de compensation ou les méthodes de compensation en se disant « Ouf, j'ai mon autorisation, je suis sauvé ». Bah, pas du tout. Pas du tout, parce qu'on arrive devant le juge parfois, mais si c'est le cas, et le juge va appliquer pour statuer sur la légalité de l'autorisation environnementale le droit en vigueur à la date à laquelle il statue. Et donc si les opposants disent « Ah mais oui, mais il y a le nouveau SDAGE qui est sorti », et ben, le préfet va confronter l'autorisation avec le nouveau SDAGE. Et donc si les mesures de compensation étaient conçues sur le vieux SDAGE, hein, ça ne marche pas. Alors quand je dis que le juge fait ça, c'est pas uniquement, enfin, et en réalité, l'administration est tenue de faire ça. C'est-à-dire que le préfet prescription complémentaire devrait revenir en disant tiens, au fait, le droit a changé, votre autorisation elle ne va plus, il faut que je la modifie effectivement par une autorisation complémentaire. Donc c'est pour ça qu'en droit de l'environnement, il faut toujours anticiper le futur parce que le futur est applicable au projet. Du coup, je vais juste, on a parlé d'évaluation environnementale, d'études d'impact, dans les questions on avait la loi sur l'eau aussi, juste quelques éléments. Alors, je vais passer très très vite parce que les éléments dont on a parlé, le tableau R122.2, de même que le L214 pour la loi sur l'eau, c'est quoi? C'est des tableaux avec des rubriques, des définitions, des seuils, on les dépasse, on les dépasse pas. Donc le principe il est le même. Là vous avez un exemple alors qui est volontairement complet parce que c'est la rubrique 39, celle qui concerne au maximum les projets d'aménagement, qui a été simplifiée. Mais ce qu'il faut imaginer, c'est effectivement de se projeter sur les caractéristiques du projet, est-ce qu'on rentre ou pas dans telle ou telle rubrique, et si on rentre dans cette rubrique, est-ce qu'on atteint ou pas le seuil. Pour l'étude d'impact, c'est le seuil de cas par cas, puis d'étude d'impact, ce qu'on dit systématique, c'est-à-dire directement étude d'impact. Pour la loi sur l'eau, c'est déclaration et autorisation. C'est exactement le même principe. Voilà un petit tableau que vous aurez où finalement le R122.2 il est pas toujours simple, il y a beaucoup, il y a 48 je crois rubriques, mais finalement il n'y en a que quelques-unes qui peuvent rentrer en ligne de compte. Non pas que les 45 autres n'aient pas d'utilité, mais voilà, là vous avez la rubrique 39, la surface de plancher, le terrain d'assiette. 95% des projets qui vont nous intéresser rentrent dans ces catégories-là, ou peuvent rentrer dans ces catégories-là. La rubrique 41, par rapport aux places de stationnement, alors, une petite précision. On est sur des places de stationnement dites ouvertes au public. Donc à partir de 50 places de stationnement, on est soumis à cas par cas. Il n'y a pas d'étude d'impact, il n'y a pas de seuil haut pour cette rubrique-là. Donc 50 places de stationnement ouvertes au public, il y a vraiment cette notion-là de privatisation, de barrière. Donc là aussi, il y a des jurisprudences qui existent. Mais avoir des places qui sont calculées pour on a du logement, on a 2 places par foyer, etc. Si n'importe qui peut arriver et se garer, elles sont ouvertes au public. Et puis il y a évidemment le défrichement, j'y reviendrai juste après. Quelques éléments de planning, on en a discuté, je ne reviens pas dessus, si ce n'est que vous voyez la différence entre les 35 jours du cas par cas et les 9 à 10-12 mois d'instruction pour une étude d'impact, dont enquête publique, sans compter le temps de préparation du dossier. Les autres procédures, alors certes, ça n'est pas directement lié à la biodiversité, mais on parle d'environnement, on parle de procédure globale, on parle de mutualisation, donc la loi sur l'eau, avec la rubrique 3.3.0, donc les zones humides, hein, le seuil il est très bas, le seuil il est à 1000 m². Donc à partir de 1000 m² de zones humides détruites, dégradées, directement ou indirectement, hein, c'est pas forcément que on va pas forcément la détruire parce qu'on va faire un parking à la place, mais voilà, 1000 m², beaucoup de projets dépassent ce seuil. À partir de ce moment-là, il faut vérifier que on n'est pas en présence de zone humide. Donc
le seuil il est très bas, et donc il faut pas oublier qu'il y a ce sujet-là. Évidemment, la rubrique de 1.5.0, c'est la rubrique de gestion des eaux pluviales, je vais la traduire comme ça, mais c'est surtout le rejet. Donc rejet dans le milieu naturel. Si on rejette au réseau, on n'applique pas cette rubrique. Ça se fait de moins en moins, parce qu'on voit bien que ça se fait de moins en moins, mais ça se fait toujours dans certaines zones où la nappe d'eau dans le sol est très très proche du sol, et donc finalement l'infiltration, la gestion à la parcelle n'est pas possible. Donc c'est encore possible. Il faut que ce soit une solution par défaut. Il faut que ce soit une solution qui soit justifiée techniquement de l'absence d'alternative finalement. Mais voilà. Et puis, deux autres sujets. Le limageur, c'est-à-dire les zones inondables. On cherche de plus en plus de foncier, il est rare. Donc on vise des terrains... On a des risques accrus. Exactement. On va viser des terrains qui étaient en présence de pollution, qui est en présence de risques naturels type inondation. Des terrains qu'il y a 10 ans, 15 ans, on aurait mis de côté. Et aujourd'hui, on se dit, tiens, on va peut-être pouvoir les aménager, moyennant des solutions techniques particulières. Et voilà, donc un limageur, c'est une zone inondable. Du point de vue lecture, loi sur l'eau. Donc si on est en présence de zone inondable, il faut aller très vite, parce que le seuil il est à 400 mètres carrés. Donc ça va très 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 vite. Et dernier point, c'est tout ce qui est pompage. Il pleut énormément, les nappes se sont chargées dans plein d'endroits, pas partout malheureusement, mais dans beaucoup d'endroits. Quand on veut gagner de la place, on va avoir tendance à monter ou à descendre. Quand on descend, on va creuser, et pour ça, s'il y a de l'eau dans le sol, il va falloir pomper pour baisser la nappe le temps de pouvoir travailler avant de la laisser remonter. Ce pompage-là, selon les zones, peut être soumis à des procédures, et quelquefois ça peut aller très très vite en termes de seuil, voilà, en termes de volume ou en termes de débit, je ne rentrerai pas dans le détail. Mais en tout cas, gardez en tête ces notions: zone humide, rejet des eaux pluviales, pompage potentiel et zone inondable. Dernier point, dans les autres rubriques, après on va parler de la dérogation, le défrichement. Il y a une idée reçue qui tend à penser que on rentre dans le cadre d'une autorisation de défrichement à partir d'un certain seuil minimum. Le seuil minimum, c'est 0 en fait. Donc il n'y a pas de seuil minimum. Il y a des conditions en revanche. Donc ce tableau, il résume un petit peu ça. Donc effectivement, il faut que les conditions soient réunies, mais on peut avoir une demande de défrichement pour 100 mètres carrés de boisement. Alors, c'est difficile de parler de boisement, mais dans ce cas-là, ce serait effectivement un boisement, ce serait une lisière, ce serait une bordure, ce serait... Voilà, donc ne pas penser qu'en dessous de 5000 m² ou en dessous d'un hectare, on n'est pas soumis à défrichement. On peut y être. Alors après, il va y avoir compensation ou pas, il va y avoir études réglementaires ou pas, mais en tout cas, voilà, si vous avez un arbre, une haie, des arbres isolés, c'est pas un boisement, hein. Il y a une définition là aussi. Mais en tout cas, le défrichement n'a pas de seuil bas. Voilà, je voulais juste le rappeler. Et alors justement, on parlait de la compensation. Si on revient un petit peu sur cette fameuse séquence ERC, Xavier, tu as commencé un petit peu à en parler justement dans le cadre de l'étude d'impact, d'étudier cette fameuse séquence. On voulait revenir notamment sur la compensation. Alors même si le ministère nous explique dans ses super guides que c'est l'ultime recours et qu'il faut d'abord vraiment essayer d'éviter de réduire. La compensation, c'est un vrai sujet. Ouais, c'est un vrai sujet. Alors on va finir par le sujet dérogation espèces protégées. Là, la compensation rentre totalement en ligne de compte. La compensation, effectivement, qu'on parle de défrichement, qu'on parle de zone humide, qu'on parle de biodiversité, et même qu'on parle de foncier, parce qu'avec la loi ZAN, même si elle n'est pas traitée à l'échelle d'un projet... Le sujet de la renaturation. Exactement. On va artificialiser d'un côté, on va devoir renaturer de l'autre. Donc on est vraiment dans cette logique de compensation. Aujourd'hui, on n'a pas de seuil minimum à atteindre en termes d'objectifs de évitement, la première étape, puis de réduction, pour ensuite passer à la compensation. On ne nous dit pas il faut atteindre ce niveau-là. Donc tout est question en fait de justification, de proportion et de démonstration que on n'avait pas d'autres choix. Donc je ne vais pas anticiper sur les conditions de validation de la dérogation espèces protégées. Ce qui est sûr, ce qu'on constate, c'est que la compensation ne doit être que la dernière solution. Et on doit avoir justifié d'avoir fait une vraie démarche d'évitement et une vraie démarche de réduction. Sans quoi, la compensation, aussi pertinente soit-elle,
ne sera pas, par principe, ne sera pas validé, et même le principe de la compensation ne sera pas validé. Donc, arriver sur un terrain, se dire, bah non, nous, on a 3 hectares, et il faut qu'on aménage les 3 hectares, si on a tout en zone humide, par exemple, bah, montrer que c'est là, et qu'on va avoir aucune démarche d'évitement, il y a fort à parier que derrière, la compensation ne sera pas validée, même si elle est faite proche de la zone d'incidence. Parce que c'est un vrai sujet sur ces fameuses dérogations de destruction d'espèces protégées. Ouais. On en parle de plus en plus. Donc, Xavier, tu voulais revenir un peu sur la littérature, justement, notamment du Conseil d'État. Voilà, puisque finalement, le Conseil d'État a un petit peu donné le mode d'emploi sur comment éviter finalement le recours à cette dérogation. Mais oui. Je te laisse. Alors, la dérogation espèces protégées, c'est vraiment le sujet qui est monté depuis, oui. depuis la fin des années 2010, quoi. En réalité, c'est un sujet qui est resté sous les radars très longtemps. Moi, quand j'étais au Conseil d'État, j'ai conclu sur des affaires dans lesquelles, dans les années 2012-13, on voyait arriver la dérogation. Et en fait, je crois qu'on n'avait pas tellement perçu, dans le contexte législatif français où elle n'avait pas été tellement valorisée, la portée. Alors, il faut attendre 2018. C'est une décision du Conseil d'État 2018 qui portait sur un centre commercial à Toulouse. C'était le projet Val Tolosa. C'était en référé d'ailleurs à la première décision. Pour que le Conseil d'État s'intéresse véritablement à cette dérogation espèces protégées, à son régime. Et pour la première fois, le Conseil d'État tire un peu les conséquences du texte, parce que finalement, le texte qui est une copie de la directive européenne, qui a vraiment une transposition à la lettre près de la directive européenne, met en avant une condition pour pouvoir obtenir la dérogation, qui est la fameuse condition des raisons impératives d'intérêt public majeur pour les intimes RIIPM. Voilà. Alors, d'abord, je reviens quand même un cran en arrière. On parle bien d'une dérogation. Si on parle d'une dérogation, c'est qu'on est dans un régime d'interdiction. Donc on a le code, et ça depuis la loi de 76, qui pose des interdictions d'atteinte à certaines espèces animales, végétales et à leurs habitats. Et un champ d'interdiction qui est extrêmement large, précisé par des décrets, avec parfois des raffinements sur les périodes et autres. Mais bon, on a un champ d'interdiction qui est large et qui est une interdiction stricte. Voilà. Et d'où l'idée que dès qu'on porte atteinte, on doit, pour pouvoir porter atteinte, on doit bénéficier d'une dérogation. Et donc l'idée même de dérogation, c'est que il y a quand même l'idée qu'on ne déroge que si les conditions sont réunies et qu'elles seront appréciées de façon stricte. Donc le Conseil d'État en 2018, il revient un peu dans cette logique, sur ce régime de la dérogation qu'on appelle donc dérogation espèces protégées. Des DEP pour les intimes. Les fameuses DEP. En fait, il faudrait dire dérogation au régime de préservation des espèces protégées. Voilà. Alors, donc il y a 3 conditions qui sont fixées par le texte. Il y a cette fameuse raison impérative, puis il y en a 2 autres. L'absence d'autres solutions satisfaisantes et ne pas nuire au maintien des espèces dans un état de conservation favorable dans leur aire de répartition naturelle. Il y a 3 conditions. Alors, ce que dit le Conseil d'État en 2018, c'est que parmi les 3 conditions, il y en a une qui a un peu une condition seuil. C'est-à-dire que les 2 autres, il faudra les satisfaire, mais de toute façon, celle-là, c'est un peu le seuil auquel il faut se hisser. Et la raison impérative d'intérêt public majeur, on voit que la phrase, elle est chargée d'exigences. Le Conseil d'État vient dire, en réalité, pour apprécier si votre projet répond à cette condition de raison impérative, on va regarder quelle est la finalité de votre projet, qu'on va mettre en balance avec l'importance que l'on accorde à la préservation des espèces. Et donc on voit que c'est une mise en balance entre qu'est-ce que vous voulez faire, et on va comparer la finalité de votre projet, donc les intérêts auxquels répond votre projet, avec l'importance que l'on accorde désormais à la biodiversité, pour prendre un terme plus moderne que les espèces, et donc à la protection des espèces protégées. Attention, c'est quand même les espèces protégées. Et puis on fait une mise en balance, et c'est le juge qui fait la mise en balance. Et donc le juge dit pour un centre commercial, non. Un écoquartier. Voilà. Après, il a dit pour une carrière, alors c'est une décision la provençale qui arrive après, il dit oui,
mais parce que dans la carrière, dans le projet en cause, il y a beaucoup d'ingrédients qui lui donnent une sorte d'importance stratégique, etc. etc. Bon, c'est une décision à laquelle j'ai beaucoup participé. et en fait, on arrive à dire oui, mais en chargeant la barque sur les critères qui font qu'on dit oui. Ce qui fait qu'en réalité, ce oui est en fait plutôt une décision qui a été durement vécue par les carriers, parce qu'en réalité, peu de projets répondent à ces sortes de critères particuliers, ce qui fait que la décision qui vient après, le conseil a dit non. Sur une carrière, on va dire. Et donc, on voit qu'on a un niveau d'exigence extrêmement élevé. Alors, sur le logement, une fameuse décision Besançon, à laquelle j'avais beaucoup participé, le juge des référés avait annulé sur l'absence de raison impérative. Enfin, pardon, il avait annulé, un juge de référé. Il avait suspendu. Et donc, c'était en cassation de référé. Et là, le Conseil d'État casse sur l'absence de raison impérative, qui était motivée dans la décision du juge sur l'absence de besoin de logement. Vous ne montrez pas qu'il y a un vrai besoin de logement à Besançon. Ce qui est fort quand même. Et voilà, donc là, le Conseil d'État casse là-dessus. Confirme, cela étant, sur l'absence de recherche de solutions alternatives. Voilà, ça c'est pour dire que en fait 2018 c'est un peu un coup de tonnerre, parce que tout d'un coup la dérogation espèce protégée prend sa véritable portée et on voit qu'une dérogation en réalité c'est très difficile à obtenir. Il faut aller la chercher et c'est pas facile parce qu'il faut passer le seuil de la raison impérative d'intérêt public majeur. Du coup, la jurisprudence s'est un peu mise à l'envers. Comme on a découvert qu'avoir une dérogation, c'est très difficile, on s'est dit, mais au fait, à partir de quel moment il faut que j'ai une dérogation? Et ça, c'est une deuxième décision du Conseil qui intervient en 2022, un avis de section. C'est l'avis Association Sud-Artois pour la protection de l'environnement, qui est venu définir le critère. Alors, la petite difficulté sur le critère, c'est qu'on a un régime d'interdiction. La plupart des projets n'ont pas pour objet, la finalité du projet, c'est pas de détruire des espèces. Il y a des projets quand même. Un peu. Si vous chassez, votre projet, ça consiste à aller détruire des espèces. Mais la plupart des projets qu'on connaît, en fait, évidemment, c'est d'un point de vue accidentel. Enfin, voilà, il y a le risque. Le risque. Voilà. Et donc, on avait une jurisprudence qui était un peu flottante pour savoir, mais finalement, c'est quoi le niveau du risque qu'on accepte au regard d'une interdiction, par exemple, de détruire. Une éolienne qui tourne, il y a le risque qu'elle détruise des espèces, par exemple d'oiseaux protégés. S'il en détruit une pendant tout son cycle de vie, est-ce qu'on dit qu'elle méconnaît l'interdiction? Il faut qu'elle ait une dérogation. Donc on voyait qu'il y avait un peu l'idée, est-ce que c'est le risque zéro? Dès lors qu'on risque 2, il faut une dérogation. Ou voilà. Alors, la décision de 2022 du Conseil répond à cette question. Alors, elle exclut le risque zéro et elle pose un critère qui est le risque suffisamment caractérisé. Il faut que le risque que le projet comporte pour les espèces protégées soit suffisamment caractérisé. Alors, de façon extrêmement intéressante, elle dit bien et elle précise suffisamment caractérisé compte tenu des mesures d'évitement et de réduction. Alors, on voit que la compensation, on la met complètement en dehors. Tout comme on met complètement en dehors la compensation du premier stade, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est très important, de l'appréciation de la raison impérative d'intérêt public majeur. On met complètement en dehors les mesures ERC, voilà, on regarde votre projet, on regarde l'impératif. Voilà, donc je reviens à la question de savoir est-ce qu'il faut obtenir une dérogation. Donc le Conseil d'État pose ce critère, qui est le critère du risque suffisamment caractérisé. Donc vous quand même un truc un peu... Oui, pas facile non plus complètement à apprécier, compte tenu des mesures d'évitement et de réduction, dont il faut prouver l'effectivité d'ailleurs, pour que le juge les prenne en compte. Voilà, et le risque suffisamment caractérisé, alors... On n'a pas de décision du Conseil d'État très pure, je pense que ça va arriver, qui permet de dire comment on apprécie, comment on caractérise le risque finalement. Mais on voit bien, et quand on discute un peu avec les rapporteurs publics et qu'on comprend un peu comment ils ont voulu raisonner, on voit bien que la caractérisation du risque doit prendre en compte non seulement l'occurrence du risque, mais également les enjeux. Et donc, non, pas du projet, les enjeux de conservation, de préservation des espèces. Donc, on voit bien que c'est un point de rencontre entre est-ce que les enjeux sont forts ou faibles. Donc, si je prends une espèce, si c'est une espèce qui, localement, autour du site, sur le site du projet, est une espèce
qui n'est pas rare, enfin je veux dire, Ouais. voilà, sur lequel les enjeux sont faibles. Mhm. Si vous avez un risque moyen, ça peut peut passer. aller. Si vous avez une espèce avec un enjeu Très fort. de préservation extrêmement fort, je prends des aigles, Mhm. vous en avez 3 dans la région, Mhm. et on sait qu'il y a, Le projet est vraiment il y a un décimé, risque même ouais. faible que vous le détruisiez, là l'enjeu risque d'être caractérisé. Donc on voit que c'est le point de rencontre entre l'enjeu et le risque. Enfin, le risque au sens... potentielle. vous voyez. Voilà, donc ça, c'est le premier critère. Hein. Pardon, ça c'est le critère pour savoir si on rentre dans la dérogation. Donc finalement, pour avoir son petit schéma de raisonnement, en dérogation espèces protégées, donc de façon générale en respect de la législation sur la préservation des espèces protégées, est-ce qu'il faut que j'ai une dérogation? Alors, le critère c'est, est-ce que mon projet présente un risque suffisamment caractérisé d'atteinte aux espèces protégées? Alors, il faut que j'ai des espèces protégées. Alors, dans l'environnement de mon projet, hein, évidemment, là, on ne parle pas du tout de terrain d'assiette, c'est dans l'environnement de mon projet que mon projet est susceptible d'affecter. Et puis, je me demande, une fois pris en compte les mesures d'évitement et de réduction, est-ce que le risque est suffisamment caractérisé? Ça, c'est le point d'entrée. Si la réponse est non, pas de dérogation, je peux faire mon projet sans dérogation. Si la réponse est oui, il faut que j'aille chercher ma dérogation. Chercher ma dérogation, étape numéro 2, il faut que je passe le seuil. Le seuil, c'est la raison impérative d'intérêt public majeur. Je mets de côté mes mesures ERC, peu importe. Quelle est la finalité de mon projet? En quoi elle répond à une raison impérative d'intérêt public majeur? Et est-ce que tout ça, quand je le mets en face aux enjeux de préservation des espèces, que ça tient la route, quoi? C'est ça. Hein. Donc un projet privé, généralement, c'est pas facile. Hein. Il faut vraiment que le projet privé il soit un peu... Alors voilà, par exemple, logement, oui. Il faut qu'il s'inscrive dans des politiques publiques suffisamment fortes. Hein. Voilà. Et si je passe ce seuil, eh bien, je dois vérifier les 2 autres conditions, qui est celle d'absence de solution alternative, ce qui n'est pas toujours facile à argumenter. Ouais, c'est pas facile à argumenter. Il n'y a pas tellement de jurisprudence. Le juge n'est pas trop exigeant là-dessus, heureusement. Et ça sous-entend qu'on est déjà devant un juge. Oui, non, mais je veux dire, moi je raisonne juge parce que normalement ce que dit le juge doit rétroagir, et rétroagir assez vite, hein, sur l'administration qui va quand même se caler sur la jurisprudence, et on a quand même le degré d'exigence. Mais tu as raison de dire qu'il y a quand même une jurisprudence qui commence à venir maintenant, mais qui n'est quand même pas si nombreuse que ça. Et puis, et puis après, la 3e condition, c'est ne pas nuire au maintien dans un état de conservation favorable des populations des espèces concernées dans leurs aires naturelles de répartition. L'aire naturelle de répartition, c'est évidemment l'aire dans laquelle on la retrouve, qui est généralement beaucoup plus vaste que l'aire d'impact du projet. C'est pour ça qu'on a toujours un peu les 2 échelles. Hein. L'aire du projet, c'est un peu l'échelle qu'on a en tête pour savoir si on relève une dérogation ou pas, donc est-ce qu'il y a des impacts suffisamment caractérisés. Mais après, on a une vision plus vaste. Donc on voit que ce sujet, dérogation espèces protégées, c'est vraiment un sujet assez majeur. Alors j'ai pris un exemple parce qu'on en voit quand même beaucoup dans nos projets, nous. Alors on en trouve beaucoup dans les projets évidemment solaires, éoliens, enfin les projets ENR. Sur l'éolien, mais alors il faut comprendre que si on revient en arrière sur l'étude d'impact, l'étude d'impact est évidemment le terreau à partir duquel on va développer son argumentaire sur la dérogation. Je ne relève pas la dérogation, je vous explique pourquoi. Ou j'en relève, je vous explique pourquoi. Et à ce moment-là, évidemment, il faut faire la demande. Voilà, donc quand une étude d'impact, on a les éléments. Alors, si on est en autorisation environnementale, de toutes les façons, l'administration devra se poser la question de savoir si oui ou non il en faut, parce qu'elle est incorporée. Et donc, le préfet va délivrer une autorisation environnementale s'il estime qu'elle ne comporte pas un des volets qu'elle devrait avoir. Si on est en permis de construire, on peut obtenir son permis de construire au vu d'une étude d'impact éventuellement un peu lacunaire sur la partie espèces protégées, et parce qu'en fait, l'autorité d'urbanisme, bon, c'est pas tellement son sujet, hein. Enfin, de toute façon, c'est indépendant de la législation, etc. En revanche, on peut toujours être attrapé par le préfet qui vous envoie un joli courrier. J'ai pris un exemple, alors je cache parce que pas voir qui. Mais l'Adréal vous écrit en vous disant, bah, tiens, en fait, moi j'ai lu votre étude d'impact, hein, mais elle n'est pas du tout satisfaisante sur la partie. Et moi, aujourd'hui, je ne suis pas du tout convaincu que votre projet ne doit pas faire l'objet d'une dérogation espèces protégées. J'ai mon PC, en théorie, je peux faire mon projet, sauf que j'ai un courrier de l'Adréal qui me dit, ça ne va pas.
votre dérogation votre dossier est insuffisant. Je ne dis pas qu'il faut une dérogation, mais je ne peux pas dire, au vu de votre étude d'impact, si vous êtes vraiment dispensé d'une dérogation. Eu égard au fait que je sais en revanche qu'il y a bien des espèces protégées sur votre terrain ou dans l'environnement de votre projet. Donc on voit tous les effets qui peuvent être vraiment très très perturbants pour un projet. Et ça, c'est un projet à étude d'impact. Même si votre projet n'est pas à étude d'impact, le même sujet survient. Alors généralement pas par les circuits administratifs, mais plutôt par les associations environnantes. Les associations, les voisins, etc., qui commencent à expliquer, mais tiens, je ne comprends pas, il y a des espèces protégées. Et, voilà. Et là, vous rentrez dans le cycle où on peut finir en fait avec les mêmes types de courriers en disant, mais au fait, vous devez me justifier pourquoi vous n'avez pas de dérogation pour votre projet. Voilà. Donc ça, c'est ce cadrage. Je peux vous dire que c'est vraiment une législation qui, dans la montée en puissance, est aujourd'hui absolument reconnue et majeure. Quoi. Ouais, juste deux minutes qu'on puisse quand même répondre aux questions s'il y en a. Tout ce qui est, je vais pas revenir sur les conditions effectivement de complétude, de recevabilité du dossier de dérogation. Tout ce qu'on a dit là, effectivement, c'est hors compensation. C'est-à-dire que la finalité même du dossier qui va consister à proposer une compensation équivalente en termes de taille, en termes de fonctionnalité écologique, etc. Tout ça, déjà, là, on n'en a pas parlé. Et pourtant, Dieu sait qu'il y a des sujets qui peuvent être bloquants. J'ai en tête un projet assez récent qui était sur une commune en tension du point de vue démographique, qui manque de logements. Il n'y a pas de débat là-dessus. Il y a une OAP à destination de logement. Donc c'est dans le PLU, c'est la volonté de la municipalité, c'est validé par les services de l'État parce que le PLU a donc été validé par les services de l'État. Pour autant, le projet qui était un projet de logement, qui respectait tous les critères d'équilibre en termes de stationnement, de logements sociaux, etc., ne remplissait pas, de facto, les règles d'éligibilité, d'intérêt public majeur et d'absence d'alternative. Pour autant, cette réflexion-là, elle avait été faite en amont. Pourquoi cette zone-là avait été mise en OAP et pas une autre? Alors, je pense, voilà, c'est juste un retour d'expérience pour illustrer ça en disant que c'est pas aussi simple. Heureusement, malheureusement, chacun jugera. Je pense qu'aussi il faut qu'il y ait un vrai travail d'anticipation des services municipaux, des services d'urbanisme qui font les documents d'urbanisme. Ouais, ça c'est un sujet dans le cadre de la stratégie nationale sur la biodiversité. Ouais. C'est un point que la FPI avec le MEDEF fait remonter. Parce que comme on disait tout à l'heure, c'est vrai que ce sujet-là, finalement, on parlait de la localisation du projet. Quand on n'a pas le choix, en fait, sur le terrain, parce que pour faire type de projet au sens urbanisme, il faut être à tel endroit, ça va être compliqué d'expliquer que on ne pouvait pas faire ailleurs parce que le PLU peut-être ne le permettait pas, etc. Donc ça, c'est un des sujets, effectivement, sur lequel on essaye d'avancer. Et l'aménageur voit là une opportunité d'aménagement et donc a peut-être identifié d'autres possibilités sur d'autres territoires, mais à l'échelle de cette commune-là, évidemment qu'il va viser les terrains qui, à la base, sont du point de vue d'urbanisme déjà fléchés et compatibles. Juste quelques notions. Donc la notion d'anticipation, on en a parlé, notamment sur la partie compensation. Alors, on n'en a pas parlé là, mais effectivement, en dernier recours, s'il y a une dégradation sur des espèces protégées, il faut qu'il y ait compensation. Le plus proche possible, d'accord, équivalente du point de vue fonctionnel. Et quand je dis équivalente, c'est que plus le niveau de protection, de rareté, de patrimonialité de l'espèce est importante, plus les ratios de compensation vont être importants. Donc si on détruit 1000 m², on va rarement recréer 1000 m². On va recréer 2000, 3000, 4000 en fonction du niveau d'importance de l'enjeu au départ. Donc, la plupart des dossiers de dérogation qui bloquent le sont soit pour les critères qu'on a évoqués là, c'est-à-dire les critères d'entrée et de validation, soit en fait parce qu'en fait on ne trouve pas la zone pour compenser. Et on la trouve de moins en moins, parce que les dossiers de dérogation se multiplient, parce que le foncier, on vient le contraindre. Ouais, c'est ça, le contraindre. On a parlé de toutes ces politiques publiques qui veulent limiter la consommation. Donc voilà. Par contre, c'est pas du tout impossible, pour une raison simple, c'est que ces terrains-là, on va les renaturer, on va les améliorer, donc on va pas les artificialiser.
Donc on rentre pas du tout dans le schéma de on anthropise ou on artificialise, il va falloir artificialiser autre chose. Non, on est vraiment dans la logique d'équilibre. Donc anticiper la recherche de ces sites de compensation, je ne peux que le dire et le redire. Alors, normalement, ils doivent être identifiés dans les documents de planification. Ouais, mais bon, ça va mettre du temps. Mais malheureusement, c'est rarement aussi simple. Donc voilà, juste, c'est un point important. Et le deuxième point, en termes de temporalité. Pourquoi on dit qu'il faut anticiper ? Parce que lorsqu'on a une dégradation, une incidence de projet, la compensation, si on suit la législation et la réglementation, la compensation doit être effective, donc doit être faite, mise en œuvre avant l'incidence. Donc ça veut dire qu'il faudrait avoir fini tous les travaux liés à la compensation avant de commencer son projet. Donc d'un point de vue timing, ça peut être très très contraignant. Donc anticiper, et voilà, si c'est quelque chose qui a été anticipé et qui est identifié au début du projet, a priori on aura moins de mauvaises surprises ensuite. Et ça évitera des décisions en matière pénale, parce que sur les dérogations aussi de destruction d'espèces protégées, on a des décisions de la chambre criminelle de la Cour de cassation qui sont assez violentes. On peut avoir des montants d'amende avec des juges qui s'amusent en plus à publier ces décisions-là dans la presse spécialisée. Voilà, donc c'est vrai que c'est une grosse machine en fait qu'il faut avoir en tête, et pas seulement quand on vient implanter un projet à côté d'un site naturel, mais parfois, parce que c'est aussi dans la stratégie nationale biodiversité, on le voit bien dans les documents que le secrétariat général à la planification écologique diffuse, même en secteur urbain, pour eux c'est une préoccupation, et on voit bien avec les trames vertes ou les corridors écologiques que les documents de planification doivent prévoir, que c'est un sujet qui monte. Donc voilà, on voulait attirer votre attention sur tout ce cadre juridique, et puis la mise en œuvre technique et surtout temporelle, vous l'aurez bien compris. Voilà, soyez vigilants, essayez d'anticiper. C'était vraiment les maîtres mots qu'on voulait vous rappeler ce matin. On est dans les temps, ou presque, voilà. Donc, je vous remercie d'être intervenu ce matin. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.